Buonasera, bonsoir et merci beaucoup premièrement pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous, même si à distance, en ligne, mais je suis ravie de cette invitation et cette possibilité d'échanger avec vous, de partager quelques idées sur le rôle des jeunes générations dans la construction de l'Union européenne, mais aussi le rôle de l'Union européenne dans le soutien des jeunes générations en Europe et ailleurs. Mais permettez-moi, comme première chose, de rendre hommage à David Sassoli, comme vous venez de le rappeler, un grand homme politique, un grand européen, pour moi aussi un grand ami. On se connaissait depuis longtemps. Quelqu'un qui avait la capacité de ne pas seulement représenter le travail institutionnel dans une façon très constructive, très empathique, très équilibrée, mais aussi il avait la capacité d'expliquer l'Europe, de raconter l'Europe, de la rapprocher aux citoyens, avec toujours une attention très forte au dialogue et avec une attitude ouverte, un sourire que toutes les personnes qui l'ont rencontré dans leur vie vont toujours garder dans leur cœur, et avec une obsession presque d'ouvrir la participation des citoyens, des jeunes, d'ouvrir les institutions, de les rendre proches à la citoyenneté. Il avait cette idée de citoyenneté participative qui était pour lui très importante, et une capacité énorme de parler d'une façon simple et toujours constructive et empathique. Donc, pour moi, c'est en quelque sorte, pour moi, c'est premièrement une journée difficile, donc j'espère arriver à être concentré pour cet échange ce soir. Mais pour moi, c'est aussi une façon de lui rendre hommage ce soir parce que sa première priorité toujours était le dialogue citoyen, le dialogue avec les gens, en particulier le dialogue avec ceux qui n'étaient pas dans les cercles des institutions strictement entendues pour ouvrir les institutions le plus possible. Et je pense il va nous manquer énormément, pas seulement nous qui est amis de David, mais aussi aux institutions, spécialement dans ces moments où la réflexion sur le futur de l'Europe est en cours et au début de la présidence française. Euh, David aurait sûrement commencé cette conférence en disant quelque chose que je dis aussi souvent et qui nous liait dans une vision commune, et c'est-à-dire le fait que les jeunes générations ne sont pas le futur de l'Europe, ne sont pas le futur de leur société, de la politique ou des institutions. Les jeunes générations sont le présent des institutions de l'Union européenne et ont des responsabilités à prendre, un rôle à avoir dès maintenant, immédiatement. Je commence par ça parce que j'étais honorée d'être présentée avec les étapes de ma carrière politique institutionnelle à partir de 2008 jusqu'à maintenant. Mais si vous me permettez, je vais ce soir partager avec vous ce que je fais avant 2008 et ce que je fais maintenant au Collège d'Europe. Et c'est peut-être une façon un peu personnelle de parler des relations entre l'Union européenne et les jeunes générations. Parce que si je suis devenue membre du Parlement européen et italien, et puis ministre, et puis autre représentante et vice-présidente de la Commission, et aussi si je suis rectrice aujourd'hui du Collège d'Europe à Bruges, ça c'est parce qu'en effet, j'étais très jeune, c'était le début des années 90, 90. J'ai pris le français belge, donc j'utilise certaines des terminologies qui ne sont pas propres en français correct, mais au début des années 90, 90, j'avais commencé en effet à participer à des activités des organisations non gouvernementales, de la société civile, exactement dans le contexte européen. C'était une passion que, pour ma génération, était liée à la chute du mur de Berlin, à la réunification du continent européen, après
à l'élargissement de l'Union européenne et à l'espoir d'un avenir de paix, de dialogue, de changement dans un sens positif en venant de la guerre froide vers un parcours qu'on imaginait être de paix, de dialogue et de coopération internationale. Mais c'est grâce aux liens, aux contacts et aux activités que j'ai commencé à faire très très jeune, encore à l'école et puis à l'université, dans un contexte européen, que j'ai développé une passion véritable pour l'Europe, pour la politique étrangère. J'ai lié des liens avec des gens qui après j'ai rencontré un peu partout en Europe et dans le monde qui ont constitué quelque sorte la base de tout ce que je fais. Et ça pour dire que la façon que nous avons aujourd'hui d'investir dans la capacité, la possibilité pour les jeunes européennes, mais pas seulement de l'Union européenne, de connaître l'Europe, de connaître l'Union européenne, de connaître les instruments, les politiques, les institutions, mais aussi seulement les côtés positifs, mais aussi les choses à changer, les problèmes, les défis que notre continent connaît, et ils sont plusieurs et importants en séquence, en effet, parce que ça fait quelques décennies que nous vivons sur les continents, au-delà de l'Union européenne, des crises très importantes. Premièrement, la crise économique et financière, et après les attaques terroristes, le côté sécurité attaqué sur notre propre seuil, et après maintenant la pandémie, bien sûr, des crises qui ont frappé aussi euh, les régions autour de l'Europe, ou dans les régions de périphérie de l'Europe géographique, mais on sait bien que la périphérie géographique ne coïncide pas toujours avec euh, la périphérie politique ou en termes d'importance. Donc, après toutes ces crises, je pense que c'est très important que les jeunes d'aujourd'hui soient mis en condition de pas seulement connaître en profondeur l'Europe, l'Union européenne, les institutions et les possibilités que l'Union européenne offre, et sont beaucoup, mais aussi qu'ils soient mis en condition de travailler, d'avoir les outils, travailler pour changer les choses qui ils considèrent nécessaires de changer pour améliorer la situation dans notre continent et premièrement dans l'Union européenne, mais surtout, et je n'oublie pas que je parle à un pays qui est européen, mais pas dans l'Union européenne, oui, comme il y en a des autres, mais un pays important pour l'Union européenne en termes de partenariat. C'est important, donc, je disais que les jeunes générations d'aujourd'hui soient en condition de plus en plus de connaître l'Union pour la changer, pour pouvoir avoir la possibilité, en anglais on dirait l'empowerment, la capacité de agir comme acteur de changement et pas seulement en vision en attente d'un rôle qu'il pourrait avoir ou développer dans les années ou les décennies qui viennent. Je dis ça parce que cette année 2022, qui commence de façon difficile et compliquée, surtout qui commence encore avec une vague de pandémie très importante, ce qui fait malheureusement venir cette conférence à distance. Autrement, j'aurais bien aimé être à nouveau à Andorre après les quelques fois, deux, trois fois, je pense que j'ai visité déjà dans mes rôles précédents. Euh, cette année 2022 qui commence est pour l'Union européenne l'année de la jeunesse. Donc, je pense que c'est important de partir de ce point de départ. L'Union européenne, je pense, a une très claire vision de l'importance des jeunes générations, de l'importance de les rendre protagonistes, capables et vraiment écouter une partie du processus de réflexion sur le futur. Comment ça va se passer, comment ça se passe déjà maintenant? Je pense que c'est très important le soutien que l'Union européenne donne
premièrement aux études des jeunes générations. Les programmes Erasmus, dont j'ai aussi personnellement bénéficié, et je sais que c'est un des programmes qui sont les plus de succès de l'Union européenne, euh, viennent d'être refinancés avec un chiffre énorme, record, toujours amélioré, mais c'est un signal très important d'attention à ce qui fonctionne bien dans l'Union et ce qui a pour but la possibilité de soutenir les jeunes, surtout les jeunes qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers d'étudier ailleurs et de passer des périodes d'études dans les autres universités européennes. Mais aussi avec le soutien à des institutions d'études, à des centres d'études de haut niveau comme le Collège d'Europe et, et maintenant ma nouvelle maison, qui sont des centres d'excellence postgraduate où les jeunes de tout le monde, pas seulement européens, étudient l'Union européenne, le fonctionnement des institutions, le rôle de l'Union européenne dans le monde, les dynamiques économiques, institutionnelles, législatives, légales de l'Union pour pas seulement les connaître, pas seulement y travailler, mais aussi pour avoir les instruments pour potentiellement introduire des changements dans le futur de l'Union européenne et simplement aussi dans le présent. Je suis extrêmement contente aussi, permettez-moi de le dire ici ce soir, d'une très belle et très forte coopération que le Collège d'Europe a avec Andorre, bourse d'études qui est donnée par le gouvernement d'Andorre aux étudiants d'Andorre qui désirent et sont sélectionnés pour participer au Collège d'Europe à nos cours. Cette année, on a une étudiante d'Andorre, ce que je salue et j'espère que ça va continuer dans le futur. Et je pense que c'est la façon la plus importante de construire l'Europe, pas seulement de demain, mais aussi d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas seulement le côté des études, du soutien au programme d'études sur l'Union européenne ou les échanges entre étudiants au niveau européen. Il y a, je pense, un contexte très important et permettez-moi encore une fois de rappeler ce que David Sassoli aurait sûrement souligné ce soir si est avec nous, et c'est l'attention que l'Union européenne donne et le soutien que l'Union européenne donne aux activités d'organisation jeunesse. Je pense que c'est très important. Je l'ai bénéficié moi-même quand j'étais jeune et je vois les effets que ces instruments ont sur les jeunes générations d'aujourd'hui. Le soutien, la possibilité de s'organiser dans des organisations, que ce soit locales ou au niveau national ou régional, pour encourager les jeunes générations, pas seulement à étudier, pas seulement à se préparer pour leur vie professionnelle future, mais aussi développer la capacité, l'attitude, la volonté d'être des citoyens actifs dans leur société et surtout dans notre continent, dans le contexte européen. Je pense que c'est un instrument, c'est un passage clé qui constitue, je pense, la base la plus importante peut-être, ensemble avec les études, de la possibilité des jeunes générations de donner vraiment une forme et un contenu qui rassemble à leurs rêves pour notre continent et pour notre Union. Je dis ça parce que souvent, dans les échanges avec les jeunes, je le fais beaucoup parce que maintenant au Collège d'Europe, mais aussi dans les échanges avec les universités le monde, partout dans le monde, j'ai l'impression que les jeunes soient parfois dans un contexte de préparation future, c'est juste, mais parfois, je pense que on tend à oublier, c'est facile d'avoir la tendance à oublier, le fait que dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde très complexe et très chaotique,
où la seule chose qui est prévisible, je dirais l'imprévisibilité des choses. Les jeunes n'ont pas seulement des choses à apprendre, mais ils ont aussi des choses à partager. Il y avait peut-être une fois une expérience qui pouvait être passée dans une façon unique, univoque, d'une génération à l'autre, des générations plus âgées, des générations plus jeunes en termes d'expérience. Bon, je pense, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les jeunes générations ont aussi des expériences, des compétences à partager avec les générations plus âgées. Dit simplement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'expérience et l'âge qui constituent la base de la connaissance, sur certaines choses, sur certains domaines de connaissance, les jeunes générations peuvent avoir plus de connaissances, plus de parfois sagesse même, que des générations plus âgées. On a vu ça très clairement avec les mouvements pour le climat qui sont là depuis des décennies, mais qui ont eu un impulse très important avec le mouvement d'étudiants en Europe notamment et ailleurs dans le monde, avec une urgence et sûrement les jeunes générations récentes beaucoup plus fortes que les nôtres. Mais aussi, si on pense à la centralité du numérique dans cette phase de notre vie, pas seulement liée à la pandémie, mais aussi au développement de l'économie et de la façon dans laquelle nos sociétés, nos villes, nos États s'organisent, sur ces domaines, les gens ont quelque chose, pas seulement à apprendre, mais je dirais à enseigner à nous tous. Et donc, mon message aux jeunes, au Collège d'Europe, mais aussi ailleurs, est toujours basé sur ce double concept. D'une part, n'attendez pas le futur, jouez votre rôle pleinement dans la société. Vous avez un rôle à jouer aujourd'hui. Méfiez-vous de tous ceux qui vous disent vous êtes le futur, préparez-vous, votre tour, votre moment va arriver. Parce que vous avez un rôle à jouer déjà maintenant. Vous êtes le présent, vous n'êtes pas seulement le futur de l'Europe, de votre pays, de votre société. Mais même dans un contexte mineur, de famille, dans votre cercle de connaissances. Vous avez un rôle à jouer dès maintenant, n'importe quel âge vous avez. Et la deuxième chose que je pense est important de passer comme message, pas seulement aux jeunes, mais aussi personnes qui ont déjà des responsabilités importantes dans la société, qui ont un âge différent, c'est de dire que les jeunes ne sont pas seulement du côté de ceux qui ont à apprendre, mais ils sont aussi du côté de ceux qui ont à enseigner quelque chose aux autres. Et donc, il y a dans ce contexte, bien sûr, une opportunité, mais aussi une responsabilité, une double responsabilité. La responsabilité des jeunes à partager leurs connaissances et leur réflexion sur ce qui est important pour le monde, parce que leur vision du monde est parfois plus sage que la nôtre. Je sais que c'est quelque chose de rare à entendre, mais je suis profondément convaincue de ça. Sur certaines choses, je trouve que les jeunes générations ont compris beaucoup plus vite et plus clairement certaines choses plutôt que les générations plus âgées. Mais de l'autre côté, il y a une responsabilité des générations plus âgées et surtout des institutions et de ceux qui sont déjà maintenant dans des positions de responsabilité institutionnelle à ouvrir la porte, à ouvrir la possibilité pour les jeunes générations de effectivement participer et avoir un rôle. L'Union européenne, je trouve, a, dans ces dernières années, fait des énormes progrès dans ce sens. Par exemple, avec la conférence sur le futur de l'Europe qui est en train de se dérouler dans ces mois et qui va se clôturer pendant la présidence française dans les prochains mois,
a impliqué à mobiliser un grand nombre de jeunes dans une façon plus ou moins organisée, plus ou moins spontanée, dans une façon très ouverte, très participative. On était au Collège d'Europe honoré de pouvoir accueillir dans notre campus de Natoline. Nous avons deux campus, un à Bruges en Belgique et un à Natoline en Pologne. Nous avons accueilli il y a juste quelques jours, pendant le dernier week-end, une des conférences plénières de la conférence sur le futur de l'Europe, avec aussi nos étudiants qui ont participé pour assister et accompagner les délibérations des citoyens européens sur le futur de l'Europe. Je dis ça comme exemple sur le fait que je pense que l'Union européenne, et j'espère que ce soit le cas à tous les niveaux des institutions dans notre continent, a compris, je pense, que le rôle de jeunes n'est pas seulement un rôle de futurs citoyens actifs, de futurs leaders, mais aussi un rôle indispensable pour les institutions d'aujourd'hui pour comprendre et trouver la bonne voie pour déterminer les décisions d'aujourd'hui. Et donc, la phase d'écoute et aussi la phase de prise de responsabilité de la part des jeunes, je pense, est extraordinairement importante dès maintenant. Je vais terminer pour laisser aussi un peu d'espace aux échanges, questions. On avait on s'était mis d'accord aujourd'hui, je ne veux pas concentrer mon intervention sur les thèmes dont je me suis occupée dans le passé, donc la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, mais je suis bien sûr contente, très contente et ouverte pour échanger sur ces thèmes aussi dans la suite de la soirée. Donc je vais essayer de terminer assez vite ces petites réflexions que j'échange avec vous, de sorte qu'on puisse avoir le temps pour échanger sur des questions, de commentaires que vous pouvez avoir dans la salle. Je vais terminer par le, le, quelque sorte la raison, partageant avec vous la raison pour laquelle j'ai choisi personnellement de passer des institutions européennes à la guide du Collège d'Europe en tant que rectrice. Vous allez me pardonner, mais je pense que surtout quand on échange à distance, en ligne, partir des expériences individuelles, partager des histoires aussi personnelles est peut-être la façon la meilleure d'établir un lien en absence d'un lien physique de proximité. Et malheureusement, cette pandémie nous a un peu enlevé. Et donc, je vais partager avec vous cette petite anecdote. Quand j'ai terminé mon rôle auprès des institutions européennes en 2019, à la fin de 2019, il y a 2 ans exactement, beaucoup de monde me demandait ce que j'avais envie de faire après. Et mon choix était immédiatement celui de donner un cours au Collège d'Europe pour partager avec une classe, une petite classe d'étudiants qui venaient partout dans le monde, surtout européenne, mais aussi il y avait quelques étudiants qui venaient d'ailleurs, mon expérience directe comme autre représentante et vice-présidente. Donc, une vingtaine d'étudiants avec lesquels je passais, premièrement en présence et après, malheureusement, déjà en ligne, mon expérience directe au sein des institutions. Et je trouvais dans cette expérience de partage, de discussion, d'échange avec les étudiants qui sont, je m'appelle des étudiants postgraduates, donc ils ont déjà fini, ils ont déjà terminé leur parcours à l'université. Donc, ils ont déjà une expertise et une connaissance de l'Union européenne. J'ai trouvé ces mois passés dans les échanges avec eux extraordinaires.
pas seulement pour ce que j'ai pu transmettre, mais aussi pour ce que je peux apprendre dans ces échanges. Parce que même en posant des questions, on développe des, des réflexions, des pensées qui, bon, pour avoir des bonnes réflexions, il faut avoir des bonnes questions. Pour avoir des bonnes réponses, il faut avoir des bonnes questions qui sont posées. Donc, dans les échanges avec les étudiants, j'ai compris que la façon la meilleure pour bâtir, pour construire une Union européenne véritablement ouverte, participative, démocratique et solidaire, la façon la meilleure était d'investir tout ce que j'avais reçu dans mon expérience dans les institutions nationales, avant en Italie et après au niveau européen, de le restituer, de le partager avec les jeunes générations qui sont déjà, qui vont être encore plus davantage dans le futur, les éléments de construction de ce bâtiment. Et donc, je pensais, c'était vraiment un processus très, très naturel et très spontané pour moi. Penser, c'est en effet, ce n'est pas vraiment changer dramatiquement de travail, c'est en effet une autre façon de contribuer à la construction européenne à travers des autres moyens, à travers le moyen de, pas la diplomatie ou le travail institutionnel, mais à travers le moyen de investir dans l'empowerment. Je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est ma faute, je m'excuse. Vous allez me pardonner les petites fautes de français ce soir, mais vraiment dans la possibilité de donner aux jeunes générations motivées, compétentes, forts dans leurs idéaux et dans leurs convictions, la possibilité d'avoir les instruments pour changer les choses dans le futur. Et pour moi, c'est ça la meilleure façon de contribuer à la construction. Renforcer la possibilité des jeunes de construire l'Europe que nous vivons déjà et à l'intérieur comme citoyens de l'Union européenne ou de l'extérieur à travers nos partenariats et nos associations avec les pays autour de l'Union ou comme dans le cas d'Andorre, d'aidant le périmètre des, des frontières de l'Union européenne n'est pas institutionnellement dans l'Union européenne, mais c'est ça la façon la plus puissante pour moi de travailler pour l'Union européenne. Donner aux jeunes la possibilité de comprendre, connaître et aussi donner de la substance et même mettre en question la façon dans laquelle les politiques et les choix de l'Union européenne sont prises aujourd'hui, avoir la possibilité de changer les choses dans le présent et dans le futur. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire au Collège d'Europe, c'est ça qu'on essaie de faire aussi au Collège d'Europe grâce à la collaboration au soutien, non seulement des institutions européennes, mais aussi dans le cas de la bourse pour les étudiants d'Andorre avec les institutions d'Andorre, pouvoir donner aux jeunes la possibilité, pas seulement d'avoir un voix qui puisse être écoutée, mais aussi avoir les instruments pour changer les choses de leur même main et avec cette possibilité de participation active. Parce que c'est clair, et je vais terminer sur ça, la participation active des citoyens est plus puissante et plus efficace. Ça marche davantage si, dans la façon dans la mesure dans laquelle les citoyens et les jeunes en particulier ont la connaissance de ce qui se passe, des mécanismes, des contenus, des choix politiques qui sont prises. Donc, connaître les choses, la capacité, la possibilité d'étudier, de partager la connaissance, échanger les expériences est la façon la meilleure d'avoir le pouvoir de changer les choses et de les améliorer. Donc, connaître est pouvoir et ce pouvoir est et doit être, je pense, davantage et davantage dans le présent, dans le futur, dans les mains de nos générations les plus jeunes.
Je vous remercie beaucoup de l'attention et je reste à l'écoute pour échanger avec vous sur ces petites réflexions, mais aussi sur des autres sujets que vous voulez aborder. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Morini. Je vais aussi me tourner vers la salle au cas où il y a quelqu'un qui voudrait poser une question, un commentaire directement. Donc, faites-moi signe, s'il vous plaît. Aixequeu la mà que us pugui veure i així podré recollir les paraules directament abans d'això, mentre tothom es decideix i s'anima a fer algun comentari. Moi j'en tire deux conclusions principales de ce que vous venez de dire, que je trouve que c'est spécialement intéressant par rapport au moment qu'on vit de la construction européenne et la mise en place du Next Generation EU, et c'est sur cela que j'aimerais bien vous poser une question à la fin. Donc, l'une des conclusions que j'en tire de votre intervention, c'est la jeune génération, tout d'abord, il faut comprendre qu'il ne s'agit plus autant de qu'elles connaissent l'Europe, donc ce n'est pas autant que les jeunes doivent connaître l'Europe et on doit tout faire pour que voilà, ils sachent les institutions qui font partie de l'Union européenne, quel rôle a quelle responsabilité, tout ça, mais qu'il faut surtout que les jeunes générations construisent l'Europe. Et donc de comprendre à construire, il y a un pas assez important et assez difficile aussi à faire et assurer si l'on veut que l'Union européenne, bien sûr, soit durable et soit considérée comme légitime de la part de ces jeunes générations. Ça, c'est une conclusion que j'en tire. La deuxième conclusion que j'en tire, et que c'est très intéressant de ce que vous venez de dire aussi, c'est que comment il y a une certaine, et pardonnez-moi si le français n'est pas excellent, inversion de rôle entre le jeune et le plus âgé génération. Donc tout ce qu'on était censé, les jeunes générations, de comprendre, d'apprendre des générations plus âgées pour notre avenir, aujourd'hui, c'est plutôt c'est une question de faire comprendre aux plus âgés aussi ce que les jeunes générations maîtrisent beaucoup mieux que les générations plus âgées. Donc tout ce qui est numérique, vous l'avez dit, tout ce qui est la crise climatique et la réponse à la crise climatique, c'est quelque chose que ce n'est pas une question de comprendre comment c'est fait jusque-là pour mieux construire pour les générations qui sont en train de décider les choses maintenant. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les générations les plus âgées doivent comprendre comment de critique et comment de grave est pour les jeunes générations certaines des choses qui sont sur la table en discussion en ce moment, y compris évidemment la crise climatique. Donc cette inversion de rôle de l'expérience à l'apprentissage, plutôt l'expérience aujourd'hui l'ont les plus jeunes générations et l'apprentissage doivent l'avoir les générations les plus âgées. Donc ça, je trouve que c'est assez important pour repenser la façon dont on fait la politique, dont on prend les décisions politiques. Donc ces deux conclusions m'amènent à vous poser la question que je trouve c'est la plus importante en ce moment. On est en train de discuter le Next Generation EU, on va discuter mise en œuvre du Next Generation EU. Et donc, on a dit toujours que le Next Generation EU, il s'agit surtout de la transition au numérique pour l'Europe et de la transition climatique dans les décisions politiques de l'Europe. Est-ce que le Next Generation EU peut aussi avoir un lien avec the Next Generation, qui est le jeune citoyen européen? Comment assurer ces lignes entre l'instrument et the Next Generation, donc la jeune génération, pour qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui est en train de changer
dans la construction européenne, qu'il y a quelque chose de révolutionnaire dans cet instrument, de la façon dont on l'a décidé, dont on l'a mis en œuvre, dont on a décidé de mettre des ressources en commun et sous la Commission prendre des dettes qui tous ensemble, qui est un grand pas vis-à-vis la crise de l'euro, évidemment. Et surtout dans un contexte où les jeunes générations, et je regarde un peu vers le sud en ce moment, dans des pays comme l'Espagne, le chômage atteint le 50% chez les jeunes. Et donc c'est vraiment une situation grave pour ce qui est leur avenir de ces jeunes générations qui se trouvent peut-être en volonté de construire l'Europe, mais pas capables de la construire en tant qu'ils sont dans une situation économique, sociale assez compliquée avec ces hauts taux de chômage que je viens de faire. Donc, la question, comment faire le lien entre ces nouveaux instruments, ces outils et cette révolution européenne que le Next Generation EU représente avec ces nouvelles générations. Et je vais regarder dans la salle pour prendre d'autres questions s'il y en a, mais pour l'instant, si vous voulez répondre à celle-ci. Oui, avec plaisir, et merci aussi pour avoir si bien synthétisé mes messages. Seulement une petite précision, c'était parfait, c'était une synthèse parfaite. Seulement, je ne voudrais pas donner l'impression que je suis convaincue que maintenant, aujourd'hui, ce sont seulement les jeunes qui ont quelque chose à partager ou à enseigner aux plus âgés. Je dis seulement qu'on est arrivé, je trouve, dans une situation dans laquelle l'essence de direction de l'apprentissage n'est plus univoque, n'est plus seulement des plus âgés aux plus jeunes, mais ça devient à deux, on dit en français, two ways, en deux directions, et qu'il y a certaines choses que sûrement, et c'est la plupart des choses, sont importantes à apprendre de la part des jeunes les plus âgés, et c'est aussi le rôle des institutions d'enseignement comme les universités ou le Collège d'Europe, mais il y a aussi des choses sur lesquelles il y a un pouvoir d'enseignement des plus jeunes envers le reste de la société. Et je trouve que c'est très intéressant de voir comme cette sorte de circularité de l'apprentissage peut marcher dans le présent et dans le futur de l'enseignement supérieur, par exemple. Nous, on est en train d'expérimenter beaucoup cette nouvelle dimension en créant des espaces où les échanges entre étudiants et entre étudiants et professeurs est vraiment interactif et n'est pas nécessairement vertical. Donc, mais je ne voulais pas donner l'impression que maintenant le monde a changé complètement de la pyramide inversée et le passage de connaissances va seulement maintenant dans un autre sens. Donc, je pense que maintenant on est vraiment dans une situation où l'expérience de toutes les générations, les plus jeunes et les plus âgés, circule et devrait circuler dans une façon plus équitable, plus horizontale, je dirais, parce que les différents domaines des connaissances sont connus dans de différentes façons de la part des différentes générations. Donc, je pense que c'est une tendance très intéressante à étudier et aussi à exploiter pour améliorer nos connaissances et nous préparer pour le futur. Sur la question, déjà le fait que l'instrument s'appelle Next Generation EU nous donne des espoirs sur le fait que l'objectif est effectivement de ne pas seulement regarder aux choix politiques qui doivent être pris pour le futur, pour l'immédiat futur, numérique et climat, énergie, mais aussi sur le fait que le cible principal des réformes qui sont censées être financées par ces instruments doivent être les jeunes générations autour de l'Europe. Mais je dirais aussi, d'une certaine façon, les jeunes générations aussi ailleurs dans le monde, parce que n'oublions pas que l'Union européenne a aussi une politique étrangère
de voisinage qui a beaucoup d'attention aux jeunes générations ailleurs et pas seulement chez nous. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans cet instrument, absolument. Et je pense et j'espère que cet élément de révolutionnaire qui est là aujourd'hui et qui n'était pas là il y a 10 ans ou 20 ans, ou même il y a 5 ans, puisse devenir quelque sorte une base pour construire une nouvelle façon de travailler au sein de l'Union européenne. Je comprends très bien que cette perspective est une perspective très sud de l'Europe, mais je pense être chez moi, dans ce sens-là, là chez vous. Je pense que le choix pris pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne de mettre des ressources en commune, de donner à la Commission européenne un rôle dans la gestion de ces ressources, mais aussi surtout un rôle dans la garantie externe sur les prêts qu'on prend ensemble, est exactement ce que beaucoup dans l'Union européenne et ailleurs avaient demandé lors de la crise de la zone euro et à plusieurs reprises après. Face à chaque crise, on a essayé de déclencher ce type d'instrument et à chaque crise, ce n'était pas possible. Alors, je trouve qu'il y a de révolutionnaire deux choses dans cet instrument qu'on a mis en place très rapidement dans le printemps de 2020, après la première vague, pendant encore la première vague de l'épidémie. La première révolution est l'utilisation des garanties européennes et la mise en commun de ressources, mais surtout la capacité de le faire ensemble comme Union européenne. Mais la deuxième révolution, et ça, je trouve, donc vraiment d'espoir pour le futur et le rôle des jeunes, c'est le fait qu'après ça, il n'y a plus de tabou. C'est vrai, c'était fait dans certaines conditions très particulières et en disant ça ne va plus jamais se passer, mais on sait très bien que c'était le tabou, le plus tabou de tous les tabous dans l'Union européenne, la question de mettre en commun des ressources et avoir une garantie européenne pour l'utilisation de ces ressources. Donc, le fait que ce tabou a été comment dire en français, on est arrivé à le dépasser, je trouve, ouvre la porte à la possibilité de discuter des autres choses qui n'ont jamais été faites dans l'Union européenne ou par l'Union européenne et que c'est possible aujourd'hui d'aborder. Je ne vois pas, ni dans les traités, en effet, ni dans le contexte politique ou dans le débat public, je ne vois plus la possibilité d'arrêter une discussion sur n'importe quoi avec l'argumentation que ça n'a jamais été fait, donc ça ne va pas se passer jamais. Parce que déjà une fois, en 2020, en printemps 2020, cette argumentation a été surmontée. Donc, je trouve qu'il y a deux révolutions intéressantes que les jeunes générations, je trouve, pourraient bien, sur lesquelles les jeunes générations pourraient bien construire. Premièrement, pour la première fois, c'est l'Union européenne qui est l'acteur financier, ça se dit en français, oui, bon, vous me comprenez, c'est l'acteur financièrement relevant pour la gestion de cette crise. Donc, il y a une prise en charge de responsabilité européenne qui n'était même pas prévue nécessairement par les traités, by the way. Et deuxièmement, il y a eu la rupture d'un tabou, le plus tabou de tous les tabous. Et donc, ça donne la possibilité maintenant d'aborder des autres questions qui, potentiellement, pourraient ouvrir la porte à des autres choix politiques dans le futur. L'impact que ce choix peut avoir sur la condition pratique immédiate des jeunes et surtout le chômage, les conditions économiques et sociales des jeunes générations,
ça dépend énormément de la façon dans laquelle les États membres vont mettre en place les mesures qui vont être financées, qui sont déjà financées par le plan. Parce que les plans européens, les ressources sont mobilisées au niveau européen, mais le choix des projets à financer est commun, mais la composition, la préparation des projets, bien sûr, est une responsabilité des États, mais la mise en œuvre de ces réformes, la mise en œuvre de ces projets est une responsabilité nationale. Ça aussi est intéressant du point de vue des dynamiques institutionnelles et interinstitutionnelles européennes parce que pour la première fois, je dirais, dans une façon très évidente, les États membres, donc les niveaux de gouvernements nationaux et les institutions européennes partagent un intérêt politique et je dirais aussi de communication vers le public dans le succès de ces mesures. C'est la première fois que la dynamique que parfois nous voyons entre les États membres et les institutions européennes de se donner réciproquement la responsabilité d'une manque de résultats, c'est la première fois que cette dynamique n'a pas raison d'être mise en place parce que pour la première fois, les institutions européennes et les États membres partagent un intérêt vital, je dirais, littéralement vital dans le cas de la pandémie, de la réaction à la pandémie et de la crise économique qui implique. On partage l'intérêt à faire fonctionner les choses sur le côté implémentation, mise en œuvre de ce plan. Mais le niveau, l'impact que ces mesures vont avoir sur la condition quotidienne des jeunes et surtout leurs conditions de chômage, leurs conditions économiques, leurs conditions sociales, va dépendre de la capacité et aussi des priorités que les gouvernements nationaux des États membres vont mettre en place de leur côté. Et là, je dirais, il y a aussi une autre, probablement, rupture avec le passé. Ce n'est pas complètement une nouveauté, mais je pense que ça va être très évident maintenant, dans les mois qui viennent surtout. Vous vous souvenez peut-être, il y avait un moment, il y avait une fois l'histoire de la fin de la politique. Bon, je pense que là, maintenant, c'est très clair. Il y a des priorités différentes, il y a des choix politiques différents, il y a des alternatives qui ont un impact sur la vie quotidienne des citoyens. Et donc, je pense qu'on est sorti de l'illusion, de la apparente illusion du fait qu'il n'y a pas de différence politique. Non, il y en a et beaucoup. Donc, la prioritisation que les gouvernements nationaux font sur la mise en œuvre des plans nationaux avec le soutien de l'Union européenne va faire la vraie différence sur l'impact réel sur la vie des citoyens, mais aussi et surtout des jeunes. Donc, si un gouvernement national donne la priorité absolue à un thème plutôt qu'un autre, à une mesure plutôt qu'une autre, par exemple, le chômage des jeunes, ça va avoir un impact direct et immédiat sur la société du pays concerné. Merci beaucoup, merci à nouveau. Malheureusement, on n'a plus le temps de continuer cette discussion. Et je trouve que maintenant, plusieurs autres sujets sont apparus dans le débat. Mais je voudrais en ce moment, parce qu'on doit clôturer l'université avec Madame la Ministre tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, je voudrais juste vous remercier beaucoup pour être venu, vous comprenez, avoir participé à l'université, la 37e édition de cette université d'été automne de l'Andorra, qui avec votre dernière séance a couvert tous les sujets qu'on avait planifiés au moment
d'organiser les différentes séances et évidemment en finir avec le rôle des jeunes générations. Donc en vous remerciant beaucoup et en vous désirant que tout se passe bien à Bruges, si vous êtes là en ce moment, en tout cas à Bruxelles, en Belgique, et aussi en vous désirant le meilleur pour cette nouvelle responsabilité que, comme vous avez dit, c'est pas seulement, fait pas référence seulement à tout ce que vous avez fait dans les institutions européennes, mais tout ce que vous avez fait avant votre vie politique et dans le futur depuis le Collège d'Europe. Donc merci beaucoup et j'espère que bientôt, ça sera la prochaine fois en direct et on pourra se voir ici, en dehors, en Espagne ou à Bruxelles. Avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois de l'invitation et tout le mieux aussi à vous tous et bonne conclusion de la séance ce soir. Merci beaucoup encore une fois. Merci, à bientôt.